Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 100 jours à Matignon. Manuel Valls reste populaire, mais sa méthode crispe. Pour la CGT et FO, c'est la rupture. Les deux syndicats ont décidé de boycotter la conférence sociale demain. Pour les députés, c'est le bras de fer. Les frondeurs rejettent le fond et la forme de la méthode Valls. Le Premier ministre, lui, navigue entre reculade et coup de menton, entre loyauté et ambition sociale. Valls, cible des syndicats, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Vanessa Schneider, journaliste politique au Monde. Vous signez également pour M, le magazine du Monde. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont Le Pacte des Vierges, publié chez Stock, à paraître le jour où tu m'as quitté, chez Stock également. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, économiste, historien de formation, vous êtes professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Je précise que vous avez siégé au Conseil économique et social entre 1997 et 2010. Bruno Jeudi, rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. En une du JDD hier, Valls veut débloquer la France avec un focus sur le bilan des 100 premiers jours du Premier ministre avant la conférence sociale. Je signale votre dernier livre, écrit avec Carole Barjon, Le coup monté, publié chez Plomb. Enfin, Gérard Grimbert, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS et au Centre d'études européennes de Sciences Po. Vous animez également le site internet Telos, une agence intellectuelle. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je cite le dernier, La loi et les prophètes, publié par CNRS Éditions. 100 jours, je le disais en commençant cette émission, 100 jours, il s'en est fait des ennemis en 100 jours, Manuel Valls. On va largement parler aujourd'hui de ce qui se passe à la conférence sociale avec la CGT et FO qui boycottent la journée de demain. Beaucoup d'ennemis, Vanessa Schneider, en 100 jours, c'est normal ? Non, mais il n'en a pas plus qu'au départ, quand il a été nommé. Manuel Valls, il part d'une position qui était très minoritaire au sein du Parti socialiste. Si on se souvient du score qu'il a fait à la primaire socialiste, 5%. Donc forcément, il ne faisait pas l'unanimité. On a vu dès le départ à l'Assemblée des réticences qui sont, je dirais plus, vous parliez de fond, et moi je dirais de forme, mais je parlerais plus de fond. Hein. C'est vraiment ce sont deux caps différents, deux analyses de la situation économique et des moyens pour y remédier. Donc c'est quelqu'un qui est contesté, dont on pouvait se douter que ça allait être compliqué. Ça se passe comme prévu, avec finalement. les syndicats. Oui, pour l'instant, il reste dans son périmètre de départ, c'est-à-dire un périmètre qui est plutôt hostile, même si sa cote de popularité reste très haute, mais qui est un peu artificiellement boosté par des électeurs de droite et du centre qui le trouvent à leur goût. Bernard Vivier, ce qui arrive, ce qui est en train de se produire à la conférence sociale devait arriver ? Oui, c'était prévisible. C'était prévisible parce que Manuel Valls ne s'est pas fait que des ennemis en 100 jours. Il s'est fait aussi des alliés, c'est-à-dire clairement le monde patronal. Le monde patronal converge aujourd'hui avec la politique gouvernementale. Et ça s'est exprimé le 31 décembre dernier, non pas par la voix du Premier ministre de l'époque, mais par celle du Président de la République, qui a annoncé l'installation d'un pacte de responsabilité. Donc c'est-à-dire la relance par l'offre. Que fait Manuel Valls aujourd'hui? Il le dit dans une interview mercredi dernier. Mon seul choix, c'est le redressement de l'économie pour la croissance et l'emploi. C'est-à-dire clairement, je ne vais pas relancer par le pouvoir d'achat, par la demande, par des moyens mis à disposition des ménages, mais par la restructuration de l'outil de production, par la compétitivité. Et donc, forcément, les organisations syndicales, qui elles sont dans la logique davantage de la demande, du pouvoir d'achat, se sont senties sur le bord du chemin, 2 fois plus sur le bord du chemin, quand le 31 décembre, elles n'avaient pas, ces organisations syndicales, été prévenues de l'annonce. C'était une opération Hollande-Gattaz. Concertée. Exactement. Rebelote, tout récemment, quand le Premier ministre a différé plus exactement, la loi sur la pénibilité. Et donc ce manque de considération en direction des organisations syndicales, le Premier ministre le paye cher en ce moment. Ça, c'est le style Valls, ce manque de considération dont parle Bernard Vivier. Incontestablement, le style a totalement changé à Matignon. On est passé de Jean-Marc Ayrault à Manuel Valls, et passant de l'ancien maire de Nantes à l'ancien maire d'Évry, on est passé aussi à la phase, alors ça coïncide avec la politique de François Hollande, qui est terminer la diabolisation des patrons, des riches, et toute cette politique qui a quand même marqué les 2 premières années du quinquennat de François Hollande. Et là, on passe à une phase, donc, on accompagne le pacte de responsabilité, on surligne même l'avantage à aider les patrons. Et puis en même temps,
Et c'est là, à mon avis, tout le pari de Valls, c'est le risque qu'il prend. Il brutalise la base de gauche. Je trouve que, notamment l'interview que vous lisiez, l'interview des Échos, il brutalise cette base. Or, pour l'instant, il n'a pas beaucoup de résultats à offrir et il ouvre une période qui risque d'être, à mon avis, assez compliquée pour la gauche, c'est-à-dire pas de résultats, on brutalise les partenaires sociaux, or c'était un peu ce qui avait marché jusqu'à présent, et puis résultat, demain il sera sans doute à peu près seul face à la CFDT et les autres, notamment la CGT qui ne sera pas là. Donc la CGT est là pour François Hollande, par contre elle ne sera pas là pour Manuel Valls. Pour Manuel Valls, c'est directement dirigé contre lui. C'est quand même un premier revers dans... Ces 100 jours se terminent avec un revers qui est quand même assez significatif. Gérard Grimbert, est-ce qu'au fond, je disais, c'était inévitable, cette phase de rupture, au fond, avec une partie de la gauche, une partie des syndicats ça, à votre avis, Manuel Valls veut le cranter, comme dirait Monsieur Gattaz. Il est obligé de passer par là? Bon, alors évidemment, il y a le problème du tempérament, mais en dehors du tempérament, je crois quand même qu'on est arrivé d'abord, il faut bien voir quand même qu'on arrive à un moment où les politiques ont échoué. Voilà, ça, il faut quand même partir de là, et pas seulement des 2 dernières années. Elles ont échoué. La question de l'emploi apparaît comme absolument décisive, et on ne peut pas dire que les choses s'arrangent dans ce domaine. Donc je crois que c'est très difficile de continuer à faire comme on le faisait jusque-là, c'est-à-dire, au fond, en disant on fait de la politique de l'offre, mais en même temps, on fait quand même un peu de demande parce que c'est compliqué, etc. Je crois que par tempérament et je crois par nécessité, le Premier ministre est quand même obligé de choisir. Or, qu'est-ce qu'il a choisi ? C'est parce qu'il est en train de faire, là ? Si, je crois. Il a choisi une politique de l'offre. Ça veut dire quoi, en clair ? Ça veut dire qu'il fait ce qu'ont fait d'autres partis socialistes européens il y a déjà très longtemps, parce qu'il faut bien voir que le Parti socialiste français, en général, fait la même chose des autres, mais 20 ou 30 ans après, en gros, ce qui s'est passé dans le Parti socialiste européen depuis 20 ou 30 ans, c'est de se dire, on passe du compromis social-démocrate à une espèce de partenariat entre l'État socialiste, enfin l'État dirigé par les socialistes, et les patrons, et l'industrie, et les entreprises. Parce qu'on ne pourra pas autrement dans la mondialisation. Au fond, on fait confiance aux entreprises. C'est une chose que déjà Schröder et Blair, il y a 20 ans, avait largement développé dans le mouvement socialiste international. Mais on a le sentiment qu'il y a une montée en pression, si vous me pardonnez l'expression, entre ce qu'a dit François Hollande, justement en annonçant le pacte de responsabilité, et ce qu'est en train de faire Manuel Valls. Est-ce qu'il n'est pas en train de terminer le job qui a été commencé par François Hollande? Disons d'abord qu'il faut bien voir aussi qu'on parlait de l'affaire pénibilité, effectivement, qui est un élément qui rend les choses un peu plus compliquées, pour la CFDT en tout cas. Mais il faut bien voir aussi que le problème, c'était que, c'est ce que je vous disais, il y a un moment, il faut choisir, parce que le patronat lui-même disait, si on ne revient pas au moins en partie sur cette question de la pénibilité, nous on ne vient pas non plus à cette conférence sociale. Donc il a choisi le MEDEF? Il a cédé au MEDEF la semaine dernière. Le choix a été fait la semaine dernière, après la demande des patrons dans une tribune, Manuel Valls a décidé d'accéder à l'une de leurs demandes, qui était de reporter la mise en œuvre du compte pénibilité, compte décidé dans le cadre de la réforme des retraites et concession accordée surtout à la CFDT. Et donc, dans le choix qu'il devait faire, il a fait un choix en faveur du patronat. C'est la fin de la diabolisation des patrons et les partenaires sociaux, les syndicats, ils ont pu passer... Et il y a des dommages collatéraux, Valérie Oui, non, mais c'est un changement majeur. Je pense qu'on pourra le dater. C'est vraiment un changement majeur parce que cette question de la pénibilité dont on parle tous, elle était vraiment au cœur des revendications des syndicats et de la CFDT depuis très longtemps. Sur toutes les questions des retraites, c'était une forme de contrepartie à l'acceptation de certaines réformes et de baisse des charges. Donc, en s'attaquant, parce qu'on sait bien en France, quand on parle de moratoire, ce que ça signifie souvent derrière, on peut penser que ça va être enterré après avoir été différé. Donc c'est une vraie claque pour les syndicats, et notamment dans le timing, c'est-à-dire que immédiatement, quasiment après que les syndicats de patrons aient fait cette tribune, la réaction de Valls a été immédiate, et il a lâché sur 2 points importants, donc la pénibilité et la simplification du Code du travail, qui est aussi une vieille revendication patronale. Donc la réaction a été extrêmement rapide, et quelque part, il dit à ses interlocuteurs syndicalistes, j'ai choisi mon camp. Alors maintenant, est-ce qu'on ne va pas assister à un jeu de rôle entre président de la République et Premier ministre? C'est pas totalement inenvisageable. Il faudra voir ce que François Hollande va dire. Parler avec les syndicats de salariés.
François Hollande va sûrement essayer d'amadouer un peu les syndicats et puis Manuel Valls de faire plus le dur et d'être le partenaire des patrons qu'il est plus naturellement en fonction de son idéologie et de ses convictions. Donc il peut avoir une répartition des rôles au sein de l'exécutif. Bernard Vivier, ce sera comme le dit Vanessa Schneider à un moment où qu'il faudra marquer comme un vrai tournant. Exactement. Quand les journalistes et ensuite les historiens de la vie politique vont dater tout ça, oui, c'est un moment important. C'est un moment d'abord, comme ça a été dit, parce que c'est l'accentuation du Parti socialiste vers l'économie sociale de marché. Même interview de Manuel Valls qui dit « Nous sommes dans une économie ouverte, nos difficultés viennent avant tout d'un manque de compétitivité de nos entreprises. » Donc c'est clair, voilà. Donc qu'il aille vers le monde patronal, c'est logique. C'est une rupture totale avec le Front populaire. Le Front populaire, c'était Léon Blum. Léon Blum qui augmentait le pouvoir d'achat, qui disait, il avait une expression peu élégante, il faut injecter du pouvoir d'achat dans les masses. C'est pas très élégant. Et puis son ministre des Finances, Vincent Auriol, qui disait, les banques, on les ferme, les banquiers, on les enferme. Nous ne sommes pas tout à fait dans cette ligne-là, à en entendre Michel Sapin, par exemple, sur les banquiers. Bon, mais la bonne finance. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en fait une conférence sociale à deux niveaux, à deux registres. Il y a le registre politique, et là, effectivement, il y a un tournant de la politique gouvernementale, et puis il y a le registre des relations sociales entre partenaires sociaux, entre patronat et syndicats. Et là, nous voyons également un manque de savoir-faire assez évident de Pierre Gattaz, du MEDEF, en direction des syndicats. Il ne les considère pas, lui non plus, à la hauteur de ce que ces syndicats peuvent apporter. Si vous le voulez bien, revenons sur cette interview que vous citez. Qu'est-ce qu'il y a de très différent par rapport à ce qu'a déjà pu dire François Hollande sur les patrons? Il les a reçus à l'Élysée, il les a traités, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'approche de Manuel Valls, qui hérisse à ce point-là les syndicats de salariés? Une volonté, une détermination, une obstination utile, nécessaire, et l'installation d'une politique dans le cycle européen. Si nous voulons, nous, demain exister, et ça c'est un sentiment que l'on peut partager par-delà les clivages politiques, il nous faut exister dans l'unité européenne, dans l'action, dans la convergence européenne. Donc Manuel Valls, comme d'autres premiers ministres ailleurs en Europe, n'a pas le choix. Il faut consolider l'économie européenne et la performance économique européenne. Une autre différence qui tient à l'ADN des deux hommes, c'est François Hollande, on se souvient quand même qu'il avait dit notre ennemi, c'est la finance. Donc c'est une phrase qui a marqué, on voit bien qu'il a changé de cap depuis, et la phrase de Michel Sapin à laquelle Bruno Jeudi faisait allusion, notre ami c'est la bonne finance, donc un espèce de jeu sur les mots pour montrer qu'on s'est converti à un certain réalisme économique, mais en même temps François Hollande il y a une espèce de flou, une espèce d'ambiguïté, de flou sur de quel côté est-il. Est-ce qu'il est l'ennemi de la finance? Est-ce qu'il est l'ami de la bonne finance? Est-ce qu'il est l'ami des syndicats? Alors que Manuel Valls, lui, son ADN est beaucoup plus clair, puisque les Français se souviennent que pendant la campagne de la primaire socialiste, il exprimait des idées très très proches de celles qu'il exprime maintenant, et qu'il apparaît, en tout cas aux yeux de l'opinion, comme plus à l'aise dans son rôle. Alors justement, nous allons rester sur la méthode Valls. Manuel Valls est une main de fer dans un gant de fer. La phrase d'un député socialiste résume assez bien le style Valls, avec les parlementaires comme avec les syndicats. Il avance, assume les reculades quand il n'a plus le choix, défend sa volonté de réforme, comme il l'a dit ce week-end en Camargue, un Premier ministre qui veut rester à la fois loyal vis-à-vis du président, mais singulier, une ligne de crête. Barbara Steck, David Lemarchand et François-Xavier Rigaud. Le Premier ministre, chef d'un gouvernement voulu de combat, était ce week-end en Camargue, avec un message, celui de vouloir débloquer le pays, quitte à le bousculer. Oui, la réforme peut créer des déséquilibres, venir perturber des habitudes, des acquis, mais la réforme va remettre ce pays en marche. Aux militants présents, il lance « Ne pas bouger, c'est commencer à perdre ». Ce qui n'est pas dans les projets de l'ambitieux Manuel Valls, qui fête ses 100 jours à Matignon. Nommé en sauveur d'une majorité ébranlée par la déroute des municipales, Manuel Valls incarne avant tout un changement de cap économique. Et son plus grand chantier est la mise en œuvre du pacte de responsabilité, point d'honneur de son discours de politique générale. Sans croissance, pas de confiance. Et sans confiance, pas de croissance. Et je le dis sans détour, nous avons besoin
de nos entreprises, de toutes nos entreprises, de nos PME, de nos start-up, de nos artisans, de nos associations, de nos coopératives. Entreprendre, créer, prendre des risques, libérer les énergies, embaucher, c'est cette démarche positive que je vais encourager. Le lendemain, à droite, certains disent chiche. Je pense qu'il aura des problèmes avec sa majorité, mais que la ligne a des choses positives. Un présage réaliste. Effectivement, la charge la plus violente vient de la gauche du parti, ce qu'on appelle les frondeurs. Fin avril, lors du vote du plan d'économie de 50 milliards d'euros, le ton monte et la situation se crispe. C'était tonique. Voilà. Il y a eu quelques petites décibels. Mais Manuel Valls va alors inverser la politique fiscale et concéder des allègements aux foyers les plus modestes. Il faut sortir de cette logique de l'impôt qui empêche, qui entrave, qui empêche les ménages de consommer et qui empêche notre économie de retrouver la compétitivité. Manuel Valls, une méthode de fermeté qui laisse cependant la place à quelques concessions, au cas par cas. Sur la réforme ferroviaire, il ne cède pas. Sur le cas des intermittents, il est dans le compromis. Une politique qui déclenche régulièrement la fureur des syndicats et la satisfaction du patronat. Une méthode qui reposerait d'abord et avant tout sur l'offre. Il assume résolument la politique de l'offre qui a été lancée par François Hollande à l'occasion de ses vœux et puis aussi dans sa conférence de presse du 14 janvier. Il a besoin absolument des entrepreneurs, des investissements voilà. Et la création d'emplois viendra de la croissance. Il faut des emplois marchands. Les emplois aidés ne suffiront pas à remettre à niveau le marché du travail en France. Donc, quand les entrepreneurs lui envoient un message de détresse en disant on ne peut pas appliquer le compte de pénibilité, c'est trop compliqué, c'est des tracasseries administratives, vous nous aviez promis une simplification, il essaie de trouver une solution pragmatique et qui est plutôt favorable aux entrepreneurs. Mais il l'interprète en fonction de l'impératif qui s'est donné. Le réformisme assumé. Tel est le credo de Manuel Valls, qui dès demain devra faire face aux frondeurs socialistes sur le budget rectificatif de la sécurité sociale. Et nous y reviendrons sur ce vote de demain sur le projet de loi de finances rectificatif sur la sécurité sociale. Mais d'abord, cette question. Quand le PS va-t-il afficher clairement son évolution social-démocrate? Elle est intéressante, cette question, parce qu'il y a eu une phrase qui n'a échappé à aucun d'entre vous aujourd'hui de Jean-Christophe Cambadélis à propos des patrons. Il dit, les patrons, c'est prends l'argent et sauve-toi. Gérard Grimbert, quand le PS va-t-il faire cette révolution-là? Je ne sais pas. En tout cas, il ne l'a jamais fait, déjà, on peut dire ça. Il ne l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Il avait changé sa déclaration de principe en 2008 de manière assez intéressante. Mais le problème, c'est que ça n'a pas embrayé, je dirais, sur les esprits des socialistes. Pour les esprits, et on l'a vu tout au long de... et c'est pas seulement les socialistes, c'est la gauche. Cette gauche française, c'est en ce sens qu'elle est assez différente de beaucoup d'autres gauches. Cette gauche française continue à estimer que le capitalisme ou les patrons, c'est l'ennemi. Alors, de même, on le disait, à l'inverse, il n'y a évidemment pas... Donc, on est dans une situation où, que ce soit les partis ou les syndicats, à gauche comme à droite, il n'y a pas de confiance. Il n'y en a jamais eu, il n'y a pas de confiance. Or, le problème de la social-démocratie, c'est que ça doit marcher avec un peu de confiance. Si vous n'avez pas de confiance, vous ne pouvez rien faire. Et le problème, vous voyez, aujourd'hui, et on se trompe d'ailleurs, il y a beaucoup de confusion sur les problèmes de social-démocratie, social-libéralisme, etc. Pourquoi? Parce que, au fond, on voudrait commencer à faire de la social-démocratie au moment où c'est plus possible, en gros. C'est pour dire les choses rapidement. Pourquoi c'est plus possible? C'est plus possible parce qu'on n'est plus au temps où il y avait un intérêt pour les patrons comme pour les syndicats à négocier au plus haut sommet. Alors en France, ça ne se faisait pas beaucoup parce que justement, on n'avait pas de culture social-démocrate. Mais dans beaucoup de pays, en particulier d'Europe du Nord, là où la social-démocratie était très forte, on négociait. Mais ça, ce compromis, ce qu'on appelle le compromis, etc., ça fait déjà 20 ans qu'il est très écorné dans tous ces pays-là. Pourquoi? Parce que l'État s'est dit, c'était ce que Tony Blair avait apporté au fond. Il s'est dit, écoutez, tout ça c'est fini, parce qu'on est dans la mondialisation. Donc ces grandes négociations sociales au niveau national, ça ne sert pas à grand-chose. Et par conséquent, ce qu'il faut, nous, ils allaient très loin, puisque Schröder et Blair avaient dit à un moment, nous, tout ce qu'on demande,
Nous, en tant que gouvernement, c'est quoi notre charge? C'est d'avoir un marché du travail qui fonctionne bien. Vous voyez, c'était relativement limité. C'était ça le social-libéralisme. Et à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est que nous permettions à nos entreprises de se développer dans le monde. Voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on parle aujourd'hui... Ça veut dire qu'on est en train de vivre une mutation et que le PS est un peu à la traîne. Bernard Vivier, comment vous réagissez à ce que vient de dire tout à fait dans ce sens-là. Le Parti socialiste n'est pas condamné à être encore pendant 100 ans devant lui collectiviste et dominé par une vieille culture marxiste. Il peut lui aussi s'ouvrir à l'économie sociale de marché, c'est-à-dire non pas à des décisions étatiques, mais à des décisions qui laissent la place aux acteurs, patronat et syndicats, jouer, négocier et conclure. Si on n'est pas dans la caricature, il est le Parti socialiste, non? Oui et non, regardez la conférence sociale, qui n'est pas une invention de François Hollande, c'est une invention de Nicolas Sarkozy, et ça s'appelait le sommet social à l'Élysée. C'est une espèce de captation de la régulation sociale, de la distribution et de l'examen des problèmes économiques et sociaux du moment, sous la coupe de l'État, de l'exécutif, alors que dans d'autres pays, les négociations, elles sont entre partenaires sociaux, elles sont souvent régionalisées, elles sont dans les branches professionnelles. Le vrai travail à faire, il est dans les branches professionnelles. Il faut réduire les 700, 800 branches professionnelles, les réduire à 150 ou 200, le travail est déjà un peu amorcé, et puis pousser aux négociations. Là, le rôle de l'État, c'est un rôle à ce moment-là d'incitation et non pas un rôle de gestionnaire direct. Quand l'État gère, il y a de la poussière. Donc, elle est bien celle-là, on va la garder, hein, elle est pas mal. Ça va pas, il faut libérer les forces de négociation. Ça veut dire que cette conférence sociale ne sert à rien, elle est un peu datée sur la forme et dans les objectifs. Exactement, et on récolte aujourd'hui ce qu'on a un peu semé, c'est-à-dire une aspiration par le haut et une politisation finalement des questions économiques et sociales. Et on fera le point sur quelle est la part des postures dans tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec CGT et FO qui claque la porte de la conférence sociale. Vanessa Schneider. Non, sur la question de la mue, moi je ne serais pas aussi optimiste, ou en tout cas que vous. On voit bien que le Parti socialiste, quand Jean-Christophe Cambadélis dit cette phrase, Jean-Christophe Cambadélis, c'est tout sauf un imbécile. Il connaît extrêmement bien le Parti socialiste, il connaît ses militants, sa structure sociologique, son évolution, et il connaît surtout, je dirais, le contexte du Parti socialiste, qui est un parti qui est allié, qui fait des alliances électorales avec d'autres partis, les communistes, les Verts, qui ne sont pas du tout sur cette ligne économique. Donc il faut à la fois ménager ces alliés dont on a besoin à l'Assemblée nationale pour les votes, mais également dans les municipalités, dans les collectivités territoriales, en tout cas celles qui restent. C'est avec ces gens-là que les socialistes gèrent. Et au sein même du Parti socialiste, le type de phrase de Jean-Christophe Cambadélis fait écho. Il fait écho. Et je pense qu'on est sur une compréhension à deux dimensions. C'est-à-dire que quand on explique, voilà, l'économie de marché, les militants socialistes vont nous dire évidemment, oui, d'accord, pragmatisme, d'accord, mais dans le concret, quand on leur parle de réforme, de baisse des charges, la tendance est quand même à penser que les entreprises empochent les aides mais ne créent pas d'emplois, augmentent leurs dividendes mais que les salariés n'envoient jamais la couleur. C'est quand même un sentiment qui est très largement partagé au sein du Parti socialiste et encore plus chez les alliés du Parti socialiste. Et ça, Manuel Valls le sait, mieux que personne. Donc à quoi il joue lorsqu'il fait ça ? Lui, il allait sur des thèses différentes. Lui, il est sur un double pari. Il est sur le pari du dynamisme de sa personnalité en disant je vais convaincre, je suis aux manettes, c'est le moment justement de convaincre nos militants, nos sympathisants, qu'il faut des changements. Donc il y a évidemment cette ligne-là au nom de la responsabilité. Il fait aussi un pari qui est peut-être un petit peu plus cynique, que finalement tous ces grincheux du Parti socialiste qui s'expriment à l'Assemblée nationale, les 40 et les alliés, seront quand même derrière lui, bon an, mal an, pour faire passer les textes et n'oseront pas aller... Pour l'instant est le cas. Pour l'instant, le cas. Et n'oseront pas aller jusqu'à la rupture. Bruno Jeudi. Il fait le pari du mouvement, c'est-à-dire que il dit toujours si j'ai été nommé à Matignon, c'est pour faire quelque chose de différent. Donc il fait le pari du mouvement, pas de la continuité. Il est toujours en perspective. Il remet le début du mandat où on a le sentiment qu'on est dans quelque chose qui avance pas, avec Valls hésitation, et donc ça fonctionne pas. Donc lui, il s'inscrit dans le mouvement et puis surtout quand il fait son propre bilan, parce que Valls il est
comme oui, ça, hein, il est a fait pas son modeste. autopromo. Hein. Il fait sa promo, il dit bah voyez, regardez, la réforme à la SNCF s'est passée malgré la grève, les intermittents, bon, ils ne demandent plus l'annulation des festivals, bon c'est pas encore réglé, mais enfin ils demandent plus ils sont plus dans l'annulation pure et simple des festivals. Et puis les frondeurs, ils se disent regardez, ils rentrent dans le rang petit à petit. On vérifie tout ça sous réserve qu'il y ait un vote favorable demain, ce qui n'est pas certain puisque demain il y aura un vote beaucoup plus important et qui contient les éléments du pacte de responsabilité. Et nous entendrons tout à l'heure l'un des frondeurs qui expliquera donc, pourquoi lui, il va fait son bilan, puis il dit bah, vous voyez, je me sors de difficultés alors qu'il y a encore 3 mois, on pensait qu'on s'en sortirait pas. Il fait son bilan, il nous vend, et peut-être que c'est le cas, vous allez me dire, un Premier ministre loyal, totalement loyal vis-à-vis du président de la République, et en même temps ménageant, comme on l'a vu ce week-end, son ambition, un style, une manière de faire, une singularité, je le disais, en fait, et en même temps une loyauté. Pourquoi les uns et les autres, on pourrait repasser les bandes, mais on a sans doute spéculé en disant qu'entre ces deux-là, au sommet de l'exécutif, ce serait compliqué. En fait, ça colle. Il arrive. D'abord, la méthode Valls, pour l'instant, enfin Valls à Matignon, c'est en gros je joue l'opinion contre les vieux partis et le PS qui va mourir, et les syndicats. Donc voilà, lui il est Gérard Grimbert disait tout à l'heure, il essaie d'être dans l'efficacité et l'efficacité c'est ni les partis ni les syndicats. Ça c'est la méthode Valls et puis c'est sa marque qu'il veut laisser. En même temps. Il mord pas la ligne rouge vis-à-vis de Hollande, même pas la ligne jaune. Pour l'instant, voilà, il est dans un jeu de rôle. C'est un peu le méchant là, s'agissant de la conférence sociale, quand Hollande est un peu le gentil. En gros, on se partage un peu les rôles parce qu'il faut quand même bien un peu les bouger, hein, les syndicats. Et puis comme un choix a été fait, qui est de faire un cadeau au patronat cette semaine, c'est Valls qui s'y colle. Donc il n'y a pas pour l'instant de loyauté, tout en jouant un peu de ses bons sondages, de son tempérament. Il fait le gars martial comme ça plaît assez bien, et puis ça rassure un peu une opinion qui se demandait s'il y avait vraiment Pour l'instant, l'opinion ne décroche pas. Hein. Pour l'instant, il reste assez populaire. Vanessa Schneider. Non, pour compléter, il y a aussi un aspect de caractère. Manuel Valls, c'est quelqu'un qui a beaucoup observé Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy dans la période de conquête, qui s'en est beaucoup inspiré sur bien des aspects, mais il a aussi constaté l'impatience de Nicolas Sarkozy qui pouvait irriter certains, qui ne l'a pas pénalisé en 2007, mais qui irritait beaucoup, qui disait, qui s'attaquait régulièrement à Jacques Chirac, qui se moquait de lui, qui disait moi je suis pas là pour remonter les serrures à Versailles, donc avec un discours extrêmement agressif. Il a vu ça, il l'a analysé et il a quand même il a un côté aussi poisson froid. Hein. C'est quelqu'un, Manuel Valls, qui s'est présenté à la primaire, donc pour concurrencer François Hollande, et qui a accepté, une fois avoir perdu, de lui servir de porte-parole ou de conseiller en communauté. Voilà. C'est quand même, ça démontre qu'il est capable de se mettre en retrait, d'adopter une posture d'humilité et donc pour l'instant, c'est ce qui tout ça est très calculé aussi. Alors, il y a évidemment une part de calcul, mais en même temps, il a prouvé qu'il était capable de se mettre en retrait et au service d'eux en totale loyauté. Je vais vous poser une question toute bête. Ça n'empêche pas qu'il ait des ambitions. Hein, Gérard Grimbert, c'est quoi, après 100 jours de Manuel Valls à Matignon, c'est quoi le valsisme? Je crois vraiment que c'est... Alors bon, comme toujours, hein, en politique, il ne faut jamais oublier les tempéraments, on l'a dit, donc voilà, il y a un tempérament. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin, parce qu'on l'a dit, il y a une continuité quand même chez Manuel Valls depuis de nombreuses années. Alors oui, il y a eu quelquefois, sur l'Europe, il y a eu des hésitations, mais au fond, il y a quand même une continuité qui est encore une fois, dans ce que j'appelais, moi, la ligne social-libérale, c'est-à-dire de dire... Oui, mais là, il n'y a pas de singularité, pardonnez-moi de vous couper, par rapport à François Hollande. Oui, mais attends, mais on le disait tout. Oui, c'est vrai sur la ligne politique générale, vous avez parfaitement raison. Mais enfin, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, chez François Hollande, c'était jamais aussi clair que ça. Bon, pour des tas de raisons, de son tempérament, de sa façon de faire de la politique, c'était pas aussi clair. Puis ensuite, il avait lui-même changé, on l'a dit. Tandis que Manuel Valls, au départ, Vanessa le disait tout à l'heure, il était comme il est aujourd'hui. Il estime qu'on est rentré dans un nouveau monde. Et dans ce monde-là, il faut changer les règles du jeu parce que le jeu lui-même a totalement changé. Et ce style-là, ça coince, Bernard Villiers, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, avec les partenaires sociaux qui sont habitués peut-être à d'autres méthodes, un autre tempérament. Qu'est-ce qui coince au fond entre Manuel Valls, si on met de côté, et on va en parler, hein, les vrais sujets de fond, la pénibilité, les questions des seuils sociaux,
sur la forme, qu'est-ce qui coince avec Manuel Valls et les syndicats? Essentiellement l'impétuosité, l'impatience, la fougue. Qui exprime une volonté, ça c'est une bonne chose, et finalement les organisations syndicales aiment bien avoir en face d'eux un patron, un chef, mais aussi, et on le disait tout à l'heure, ce manque de considération, négocier, développer des relations sociales, c'est installer un temps long, c'est considérer ses interlocuteurs, c'est ne pas leur annoncer le 31 décembre au moment des vœux du Nouvel An ou au mois de juin que ça y est, des décisions ont été prises sans eux. Les responsables syndicaux, ils savent écouter, ils savent se taire aussi pendant quelques jours, le temps qu'une annonce soit faite au grand public. Ça n'a pas été fait suffisamment. Ce qui se passe là, le côté éruptif de la situation, encore une fois avec deux syndicats qui claquent la porte de la conférence sociale, ça peut être une histoire de forme? En partie, oui. En partie, oui. L'autre question étant que cette conférence sociale, c'était peut-être celle de trop par rapport au cycle précédent. Il aurait fallu faire probablement une pause, en refaire une en 2016. Ça aurait été pas mal venu avant 2017. Mais ne pas le faire tout de suite. Le vrai dialogue social, c'est pas des conférences au sommet, au Conseil économique et social transformées pour l'occasion en auberge. Et au lieu d'être le lieu de dialogue social qu'il est profondément, c'est inciter les partenaires sociaux à négocier à tous les étages, au niveau national, dans les branches et dans les entreprises. Mais si je reviens au sujet de notre émission, qui est sociale, Valls cible des syndicats, c'est qu'il y a aussi un problème, j'allais dire personnel même, avec le Premier ministre, Vanessa Schneider. Je ne sais pas s'il y a un problème personnel, mais hier, il a dit deux morceaux de phrases en Camargue, dans le reportage, où à la fois il dit oui au dialogue social et il dit non à l'enlisement. Et ça, c'est un message qui est très très ferme. Ça veut dire en gros, je ne vais pas me laisser emmerder. Et il l'a montré à la SNCF. Oui, ça dit que c'est la traduction, c'est la bonne traduction de Vanessa Schneider. Ne m'emmerdez pas, on a le droit, on dialogue, on discute, très bien, mais maintenant pas d'enlisement. Et on l'a vu avec la SNCF, où finalement le dossier, bon, il y a eu 10 jours de grève, mais le dossier, il n'a pas cédé, donc c'est un premier marqueur pour lui. Les intermittents plus compliqués à gérer pour la gauche, donc, mais on essaye quand même de trouver une solution, mais il affiche clairement une ligne de fermeté par rapport aux syndicats qui évidemment déplaît aux syndicats. Pardonnez-moi, il faut qu'on avance, et y compris, et ça va être le sujet qui vient, par rapport aux frondeurs. C'est un peu l'histoire de son parcours politique au Parti Socialiste. Manuel Valls n'a pas que des amis, on l'a dit depuis le début de l'émission, au PS, sa ligne politique social-libérale, sa méthode parfois brutale, son ambition toujours assumée hérisse certains socialistes qui refusent de plier et font de la résistance. À l'Assemblée, Laurent Baumel a pris la tête avec quelques-uns d'un groupe de frondeurs. Il fait son analyse très personnelle des 100 jours de Manuel Valls à Matignon avec Elisa Coudray et Pierre Dehorne. On l'écoute. Indiscutablement, il y a eu une rupture dans le style, la façon d'exercer le pouvoir. Manuel Valls incarne davantage l'énergie, l'autorité, peut-être même la flexibilité. En revanche, il n'y a pas de changement majeur sur le fond. Sur le fond, il a pris la ligne du président de la République, qui d'ailleurs n'était pas si floue que ça. Il y avait une ligne économique et il lui a donné cette autorité, cette énergie. Mais on est toujours face à la même politique, on l'a même plutôt accentuée. On est parti dans une politique qui pourrait, à bien des égards, être celle d'une droite modérée. Et finalement, on soutient largement les entreprises en mettant énormément d'argent sur la table sans demander des contreparties en termes de création d'emplois. Et on fait financer cette politique par des hausses d'impôts, des gels de prestations pour les plus modestes. Manuel Valls, d'une certaine manière, théorise maintenant la politique de François Hollande en disant c'est une vraie rupture avec ce qui a constitué le fond idéologique de la gauche. Il veut incarner une gauche moderne qui donne congé à des vieilles lunes socialistes et se tourne vers la modernité, assimilée pour lui au fait d'aider largement les entreprises. Voilà. En même temps, pour réformer, est-ce qu'il ne faut pas aussi nécessairement faire des concessions? Oui, mais attention à ne pas se retrouver sans électeurs à la fin. Parce que si vous voulez, nous sommes dans une économie de marché avec des entreprises, certes, tout le monde le comprend bien. Nous sommes aussi dans une société démocratique avec des gens qui votent. Bon. Alors les gens, ils ont voté aux élections municipales, ils ont voté aux élections européennes. Il me semble qu'ils ont dit leur insatisfaction, pour ne pas dire davantage, pour ne pas dire leur colère, pour ne pas dire leur frustration. Pour l'instant, Manuel Valls est plutôt populaire, les chiffres sont plutôt bons. Je ne pense pas que sa popularité puisse se maintenir structurellement à moyen long terme. Je pense qu'aujourd'hui, elle est fondée
sur ce contraste dans le style avec la période précédente, cette dimension de l'autorité qui avait manqué. Mais à partir du moment où on mène la même politique, et je dirais même à partir du moment où on aggrave finalement cette politique en l'assumant encore davantage, en la rendant encore plus dure. Prenez l'épisode récent où Manuel Valls, pour faire une concession au MEDEF, a remis en cause le compte pénibilité, qui était un des petits acquis de la réforme de la retraite. À partir du moment où on entre dans cette logique, mon sentiment est qu'il ne pourra pas se maintenir à un haut niveau de popularité, qu'à un moment donné, le fond et la forme vont se rejoindre. S'il accepte d'entrer dans une discussion sérieuse sur l'équilibre de sa politique, il peut fédérer autour de lui et il peut réconcilier l'ensemble de la gauche. S'il persévère dans la politique qu'il a engagée, en lui donnant de plus en plus de volonté, en étant de plus en plus dans la rupture idéologique, en affirmant de plus en plus que finalement la gauche se trompe, en prenant de plus en plus ses distances par rapport à tout ce à quoi nous croyons et qui fonde notre identité, il est certain que le divorce politique risque de s'accroître. Alors, est-ce qu'on en est au divorce politique? On va y revenir, mais d'abord cette question, Valls est-il tout doucement, mais sûrement en train de mettre en place son programme à lui, Bruno Jeudi? Je ne sais pas, je trouve que c'est cette question d'un Valls qui, en fait, se préparerait pour 2017, je trouve que c'est assez anticipé, parce qu'au fond, pour l'instant, il reste loyal à François Hollande. Alors évidemment, il était candidat à la primaire, donc son ambition présidentielle est déclarée. Évidemment que certains disent qu'il y a une espèce de deal avec Montebourg et que tous les deux se sont mis d'accord pour écarter Hollande le moment venu. Bon, tout ça, c'est des spéculations. On verra si à un moment, j'allais dire, Manuel Valls fait son appel de Cochin et quitte Matignon, comme l'a fait Jacques Chirac en son temps, en démissionnant avec fracas. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, je ne vois pas sur quelle ligne il pourrait le faire, et surtout pour créer quel parti, parce que c'est quand même ce que fait Jacques Chirac derrière. Donc ça me paraît assez compliqué. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit que Manuel Valls accélère la mue du Parti socialiste, et quand on entend Laurent Baumel, qui est l'un des frondeurs les plus actifs à l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il y a un fossé quand même qui se creuse entre cette vieille gauche qui finalement digère mal le pacte de responsabilité et encore moins la nomination de Manuel Valls à Matignon, et puis Valls qui est à l'avant-garde justement de cette gauche qui veut plus réformiste, plus réaliste, plus pragmatique. Si vous me le permettez, ça fonctionne, cette répartition des rôles, si Manuel Valls, à un moment donné, arrive à obtenir des résultats. Parce que là, l'argument de Laurent Baumel et des frondeurs, c'est aussi de dire, attention, pour l'instant, ça ne marche pas. Et pour l'instant, ils reconnaissent tous, les ministres du gouvernement, qu'il n'y aura pas de résultats, en tout cas concernant le chômage, avant 2015. Donc on est quand même sur des perspectives qui sont très longues. Et c'est même anticipé qu'il y ait une aggravation du chômage à la fin de l'année 2014. Donc c'est ça la ligne de crête qui est extrêmement difficile à tenir, c'est de dire à la fois faites-nous confiance, puisque pour rebondir sur ce que disait Bruno Jeudi, le socle de cette politique, c'est quand même le pacte de responsabilité qui avait été lancé par François Hollande. Donc de ce point de vue-là, il y a une continuité entre les deux têtes de l'exécutif. Mais ce pacte, en effet, il tient. Et les 42 resteront 42 ou s'amenuiseront si on sent frémir au moins une petite inversion de la tendance qui n'est pas programmée même par les ministres du gouvernement. Et justement, Bernard Vivier, est-ce que c'est pas le risque de jouer comme ça le MEDEF en disant allez, on joue la compétitivité, on joue l'entreprise? Ça fonctionne vis-à-vis de la base politique du Parti socialiste. Encore une fois, s'il y a des créations d'emplois, est-ce que là, vous considérez qu'il y a une prise de risque de la part du Premier ministre? Il n'y a pas une prise de risque plus forte de François Hollande et aujourd'hui de Manuel Valls par rapport à la ligne précédente qui consistait à dire vous allez voir à la fin de l'année la courbe du chômage va être inversée. Non. Et aujourd'hui, François Rebsamen la joue plutôt très modérée en disant oui, ça pourrait aller mieux, ça ira mieux peut-être un peu demain. Enfin, il n'est pas du tout dans les... Il est réaliste, ça ira mieux en 2015. Bon, l'idée de pacte de responsabilité est une idée très noble, très forte. Partout en Europe, des pactes sociaux existent, qui font que gouvernement, patronat et syndicats se réunissent régulièrement
pour examiner les difficultés, les thèmes économiques, sociaux et se répartir les rôles. Pourquoi ça ne marche pas en France alors que c'est un très beau mot? Dans pacte, il y a le mot paix et non pas guerre sociale. Simplement parce que nous avons un État qui, et j'y reviens, qui gère, au lieu de laisser les forces sociales, patronat et syndicats, négocier entre elles. Vous savez ce qu'on dit, si on laisse les forces syndicales gérer, vient peut-être, ce que disait Manuel Valls ce week-end, rappelé par Vanessa Schneider, le risque de l'enlisement. Non. C'est pas ça que redoute Manuel Valls? Non. Souvenons-nous, Dominique de Villepin, en 2006, dit si on ne fait pas des réformes, qui les fera? Il a lancé le CPE, le contrat pour l'emploi. C'était un contrat du travail. Personne n'en avait besoin. Aucun des RH que nous avons rencontrés à l'Institut supérieur du travail, aucun n'en avait besoin. Il y avait déjà une panoplie d'environ 20 contrats de travail. Aucun syndicaliste ne courait après le CPE. Il a ruiné sa carrière politique par une obstination qui était, moi, l'État, je fais à la place des acteurs sociaux. Laissons les acteurs faire eux-mêmes. Par contre, contraignons-les, poussons-les, disons, dans les branches négociées. Si vous ne négociez pas la pénibilité, si vous ne négociez pas un certain nombre de choses, alors là, moi, État, j'interviendrai. Et l'État, à ce moment-là, ne se met pas, je reviens là-dessus, à gérer, mais à garantir et à contrôler la vie sociale, ce qui est tout à fait différent. On n'est plus dans le collectivisme social, on est à ce moment-là dans l'impulsion de l'économie sociale de marché. C'est fondamentalement différent. Gérard Grimbert, je reviens sur l'interview de Laurent Baumel qu'on vient de voir. Quand vous l'entendez, que vous lisez et que vous entendez Manuel Valls, est-ce que vous pensez que ces deux-là peuvent se retrouver avec une croissance qui, d'un coup, bondirait à 3%, avec un chômage qui dégringolerait? Ou est-ce qu'il y a vraiment une rupture sur le fond et l'avenir de Manuel Valls, ce serait de regarder vers le centre? Est-ce que vous pensez à ça? En tout cas, ce qui est certain, on l'a dit, je pense qu'il y a un moment important, et ce moment, il n'est pas seulement dans le fait qu'il y a deux politiques ou deux embryons de politique qui s'affrontent, il est aussi dans le fait, et peut-être par la personnalité et la volonté de Manuel Valls, que tout ça se tend d'une manière très particulière et très nouvelle. Pourquoi, à votre avis? Mais précisément parce que, justement, c'est pas pour deux raisons. La première, c'est que Manuel Valls n'est pas François Hollande, et que François Hollande, il a passé son temps au Parti socialiste pendant 10 ans, et là, pendant 2 ans, à essayer que ça marche, en gros, dans la maison socialiste. Bon, on est arrivé à une période où on voit bien qu'on ne peut pas continuer à ménager la chèvre et le chou, parce qu'on est dans les contradictions les plus graves. Il faut quand même rappeler que la situation française est grave. Il faut quand même toujours avoir ça présent à l'esprit. La situation française de notre économie est grave. Bon, donc il y a ça, il y a le tempérament, et il y a aussi l'idée qu'il faut choisir. Et là, par rapport à votre question, je ne suis pas capable de répondre, parce que je crois que la tension est réelle. Je crois que jamais au sein du Parti socialiste, depuis sa refondation en 1971, il y a eu une telle pression interne, même du temps entre Rocard et Mitterrand, que donc on ne sait pas du tout comment tout ça va se terminer. On sait simplement qu'ils ne sont pas d'accord. On sait on a entendu Laurent Baumel, qui n'est pas le seul. Je crois qu'il y a une grande partie du Parti socialiste qui n'accepte pas la politique telle qu'elle est énoncée et menée, qui ne l'accepte pas. C'est-à-dire le pas de deux avec le MEDEF, entre guillemets, les cadeaux. La politique de l'offre qui est considérée comme une politique de droite, tout simplement. Et puis, ça c'est quand même très important, cette idée que cette politique, c'est pas la nôtre. Au fond, voilà. Les socialistes, ils vous diront, on n'a pas été élus pour ça. Voilà. Donc, il y a ça, il y a cette question qui est extrêmement grave. Et sur les résultats, je reprends ce que disait un peu tout à l'heure Bruno Jeudi, par rapport à votre question. Le grand risque qu'il y a oui, Vanessa le disait aussi, le grand risque qu'il y a pour Manuel Valls, c'est que la situation est tellement dégradée qu'en admettant même que cette politique soit la bonne politique, admettons que ce soit la bonne politique, effectivement les résultats ne seront pas là dans 2 ans, même dans 3 ans, parce que, bon, on l'a dit, il n'y aura pas sur le chômage facilement, mais il n'y en aura pas sur la réduction des déficits, on voit bien où on va. Il n'y en aura pas tellement non plus sur le problème des exportations, ce qui est absolument fondamental. Il n'y en aura pas non plus sur... donc, vous voyez, mais c'est quand même un petit sujet. Ça veut dire qu'à un moment donné, là on fait les 100 jours, mais on fera peut-être l'émission sur les 200 jours. À un moment donné, va quand même se poser la question des résultats et des succès de la méthode Valls. Oui, et ce sera un problème de majorité. Et ce sera très difficile. Oui, et ce sera très difficile. C'est pour ça que moi je ne fais pas du tout de plan sur l'avenir. Avec un groupe parlementaire qui est extrêmement compliqué à manier, à diriger pour Manuel Valls, qui est chef de la majorité aujourd'hui, avec un groupe qui, si on refait un peu de politique, a été constitué les investitures par Martine Aubry. C'était pas tout à fait la même
ligne politique que François Hollande. Aujourd'hui, on a un groupe, 41 députés se sont abstenus sur le pacte de responsabilité. On sait que les frontières sont sans doute un peu plus larges. Donc c'est compliqué pour un Manuel Valls qui, en plus, a toujours eu, comment dirais-je, une démarche solitaire dans le parti. Il n'est pas de cette culture du collectif. Donc dans un parti socialiste où on fonctionne plus de manière collective que de manière solitaire, un parti qui a toujours eu du mal à se fondre dans la culture de la Ve République. Donc c'est compliqué pour Manuel Valls. Et s'il n'y a pas de résultat, le moment venu, il peut s'exposer à de grandes difficultés, notamment au Parlement. Alors pour l'instant, son bras de fer, c'est avec les syndicats. La rupture est venue de la CGT, puis de FO. Les syndicats ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la deuxième journée de la conférence sociale qui se tient depuis ce matin. Thierry Lepan et Jean-Claude Mailly boycotteront donc le discours de clôture du Premier ministre. Le ton est sérieusement monté avec les syndicats de salariés qui accusent François Hollande et Manuel Valls de faire la part belle au MEDEF. Pénibilité, seuils sociaux, pacte de responsabilité, les sujets de tension sont nombreux et ils sont connus. La grand-messe a tourné au bras de fer. Maxime Bautier et Yvan Bastion. Comme en 2012 et en 2013, le Palais d'Iéna est depuis ce matin le théâtre de la conférence sociale, la grand-messe du quinquennat François Hollande. Réunir chaque année autour d'une même table de négociation patrons et syndicats, voici donc le vœu périlleux du président social-démocrate. Nous ne partageons pas forcément sur tous les sujets les mêmes positions. Mais c'est justement l'intérêt de cette conférence. Confronter les points de vue, chercher les convergences et avant porter les constats nécessaires avec lucidité sur l'état de notre pays. Si les éditions précédentes avaient posé les bases d'un dialogue constructif, la troisième pourrait poser les bases de la rupture. Depuis plusieurs semaines, les menaces de boycott de cette conférence se multiplient dans les médias. Le premier à avoir tapé du poing n'est autre que le patron des patrons, Pierre Gattaz. À quelques jours de la grande conférence, le numéro 1 du MEDEF a mis la pression sur le gouvernement. Ça peut être une éventualité de boycott. Pourquoi? Vous pourriez ne pas y aller. Je pourrais ne pas y aller. Alors, tous les 15 jours ou toutes les semaines, nous avons un projet de loi ou une proposition de loi anti-économique, anti-entreprise, qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire augmentation de taxes, augmentation de cotisations, augmentation de contraintes. Nous disons halte, ça suffit, il faut arrêter ce harcèlement législatif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on augmente des taxes ou des cotisations, eh bien nous créons du chômage. Clair et net, le message est semble-t-il arrivé à bon port. Quelques jours après la menace, Manuel Valls, lors d'une interview au journal Les Échos, annonce le report d'1 an du compte pénibilité, pourtant voté lors des négociations du pacte de responsabilité. Une nouvelle fleur pour les patrons et un coup bas, selon Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT. On a aujourd'hui un Premier ministre qui prend des décisions contraires à ses engagements, contraires aux accords signés. Les annonces qu'a fait le Premier ministre sur la question des seuils, le fait qu'il ait rassuré Pierre Gattaz avant l'ouverture de la conférence sociale sur un certain nombre de questions pour lesquelles pourtant il y avait un engagement du gouvernement et un engagement de syndicats de salariés et de syndicats d'employeurs. Je considère qu'aujourd'hui, Pierre Gattaz a exercé à nouveau une pression sur le Premier ministre, que celui-ci a cédé et que ça met en cause le bon déroulement de la conférence sociale. Résultat, la CGT annonce qu'elle boycotte les tables rondes prévues demain au Palais d'Iéna. Une sensation de rupture avec le gouvernement que semblent partager les syndicats radicaux. À l'image de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, il menace tout haut et remet en cause la méthode de ce gouvernement. Quand on parle de dialogue social, ce n'est pas simplement un mot. Le dialogue social, c'est une réalité. On n'annonce pas des choses brutes de fonderie sans en parler avant. Ce n'est pas la première fois en plus. Le président de la République, le 31 décembre, il nous a fait le même coup avec le pacte de responsabilité. Il annonce sans en parler à personne, sauf au patronat. Alors qu'on se comprenne bien, ce n'est pas de la susceptibilité, mais c'est révélateur d'une méthode. Une méthode qui consiste à dire, voilà, je décide, après vous suivez. Demain, en ne venant pas écouter le discours de clôture du Premier ministre, c'est directement la politique de Manuel Valls que pourraient sanctionner les syndicats. Et cette question directe, est-ce que ce sont les syndicats qui dirigent la France? Bernard Vivier.
Non, ce ne sont pas les syndicats qui dirigent la France, c'est le gouvernement. Les organisations syndicales font un travail utile et nécessaire, ne représentent que 7% des salariés, mais ce qu'elles font s'applique à 100% des salariés. Ce que l'on peut observer, c'est que les organisations syndicales jouent un rôle trop souvent de conservation des avantages acquis et pas de proposition et d'accompagnement. Mais regardez, certaines d'entre elles, la CFDT, la CFTC, sont lancées dans l'aventure du pacte de responsabilité. C'est courageux, c'est difficile. Maintenant, il y a une distribution des rôles. Oui, la CGT, Force ouvrière, sont davantage dans le registre de la conservation et la CFE-CGC se cherche aussi. Comment ça se termine, cette histoire ? Comment ça se termine, cette espèce de montée en pression avec les syndicats que sont la CGT et FO? Est-ce qu'au bout de ces 2 jours, ils vont se mettre autour d'une table et puis ils vont s'arranger comme toujours? Oui, entre patronat et syndicats, ce clash, ce qui vient de se produire aujourd'hui, c'est-à-dire cette bouderie, cette fâcherie syndicale, je n'irai pas écouter le Premier ministre après avoir écouté le Président de la République. Sur le plan des relations sociales, ça se résoudra, parce que ce théâtre de la conférence sociale n'est pas le vrai théâtre des opérations. Tous les jours, dans les entreprises, dans les branches, patronat et syndicats discutent et négocient. Et les accords sont signés. On l'a déjà dit, 85% des accords sont signés par la CGT là où elle est présente. Donc il peut y avoir une fâcherie au niveau national dans les entreprises. Ça négocie et ça signe. C'est quand même symbolique. C'est quand même symbolique d'un pacte de responsabilité qui est aujourd'hui quand même enlisé, qu'on le veuille ou non, pour les gens et même pour les petits patrons qui attendent ces aides. Ça fait quand même 6 mois qu'on en parle. Et c'est vrai que c'est aussi symbolique d'une démocratie sociale qui fonctionne lentement, là où il y a urgence. Il y a dans un pays où il y a 10 jours, il y a 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, des faillites d'entreprises comme jamais. Donc c'est symbolique aussi de décisions qui s'enlisent, qui ne débouchent pas concrètement. Et du coup, les syndicats apparaissent encore plus dans la conservation que dans la négociation active. Oui, très rapidement. J'ai pas fini mon observation. Le dialogue social patronat-syndicat ne va pas en être durablement gêné. Ce qui est nouveau, c'est la relation gouvernement-syndicat. Là, on est dans une rupture beaucoup plus forte. Quelle est la nuance ? Bernard Thibault, en 2012, appelle à voter François Hollande à l'élection présidentielle au 2e tour. Là, il est en train de bouder le gouvernement socialiste. Donc, il y a une fâcherie, la grave. Le prix à payer, il est sur le plan politique, pas sur le plan des relations sociales. Alors, c'est vrai, le gouvernement a son rôle d'impulsion. Les organisations syndicales jouent un rôle de conservation. Il faut aussi les inviter à ne pas s'opposer durablement aux réformes. Nicolas Sarkozy l'avait fait avec la réforme des retraites. Il avait obtenu en fait que les syndicats gèrent l'inquiétude, la lourdeur, voire même la colère sociale, mais il avait pu passer sa réforme. Est-ce on a entendu tout à l'heure les uns et les autres, on a réagi à la déclaration de Jean-Claude Mailly, qui disait on m'a pas prévenu, quand même ça se fait pas. À quel moment on est dans la susceptibilité, la posture, puisque vous disiez localement il y a des choses qui sont signées, et la vraie bouderie, puisque vous utilisiez également ce mot-là, Vanessa Schneider. Oui, je pense que la forme est évidemment importante et que là, Manuel Valls aurait peut-être dû, en tout cas, les prévenir un peu avant et d'éviter une susceptibilité qui s'ajoute au reste. Après, moi, je nuancerai un peu ce que vous venez de dire sur l'impact que ça peut avoir. Je pense qu'on est aussi dans un jeu de rôle qui est assez classique. Ouais. Sur le thème, vous avez cédé ostensiblement au patronat, au vu, au su de tout le monde, y compris de nos adhérents. Donc on ne va pas se laisser marcher sur les pieds comme ça et on va vous montrer que nous aussi, on peut menacer, boycotter, bouder. Bon. Mais je pense que ça n'entamera pas, en effet, comme vous le rappeliez, et le dialogue social dans les entreprises, ni même durablement les relations ça veut dire que l'histoire se termine entre bien. gouvernement et syndicats. On n'est pas au bout de l'histoire. Ouais. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant. On est dans une part de posture, pour une partie, de la part de syndicats qui sont aussi dans une situation extrêmement compliquée, qui doivent aussi gérer des bases. Et là, on l'a vu lors des conflits récents, en particulier à la SNCF, que les organisations confédérales ne sont pas forcément suivies sur le terrain. Donc c'est un jeu aussi compliqué de la part de certains syndicats, à la fois de tenir leurs adhérents, de se montrer à l'écoute d'adhérents qui sont à la base et qui, eux, sont susceptibles. Parce qu'il y a quand même, il y a une nouveauté. Là, le début de quinquennat a été très très calme sur le plan social. Là, c'est vrai que SNCF, intermittent, SNCM,
ça peut laisser présager d'un automne un petit peu plus compliqué à gérer. Donc les syndicats doivent rester évidemment à l'écoute d'une base qui est plus radicale qu'elle, à l'image du Parti socialiste qui est obligé de rester à l'écoute d'une base plus radicale. Je suis un petit peu moins optimiste que vous. Parce que, non, parce que je suis évidemment d'accord qu'il y a des jeux de rôle, évidemment. Et tout le monde sait que ce n'est pas là que ça se passe vraiment, la négociation. Ce que vous disiez. Donc là, je suis d'accord. Mais je pense que c'est un peu plus profond que ça. Parce que je pense qu'on ne peut même pas regarder simplement la question des syndicats. Aujourd'hui, on est obligé de regarder la question de la gauche, en général. Et si on regarde la question de la gauche en général, partis et syndicats, associations, tout ce que vous voulez, on voit que cette gauche-là, elle est travaillée de telle façon depuis longtemps, mais qu'elle arrive à un moment qui est pas loin de la rupture. Et on retrouve la fracture dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Voilà, c'est la même chose. Ah, moi je crois que c'est la même chose. Mais d'ailleurs, on voit bien. Alors encore une fois, on voit bien. Et d'ailleurs, vous le disiez sur la CGT. Je parle FO, c'est encore autre chose, mais sur la CGT, on voit bien que c'est au moment, au fond, où un certain nombre de ces syndicats, bon, la CFDT avait déjà fait le pas, la CGT est très tiraillée entre sa vieille culture et puis l'idée qu'il faut changer, etc. Et on voit bien qu'il y avait des efforts, d'ailleurs, qui n'ont pas été jusqu'au bout avec le précédent patron de la CGT. Or, on voit qu'il y a ce moment d'ébranlement est particulièrement grave pour des organisations qui elles-mêmes sont ébranlées depuis un certain temps, si vous voulez. Une question toute simple. À quoi sert une grande, puisque désormais on parle toujours de grande conférence sociale? Est-ce que ça sert encore à quelque chose, Bruno Joly? La question se pose aujourd'hui. Déjà, quand vous regardez l'ordre du jour de la 3e conférence, puisque c'est la 3e, déjà vous vous dites que c'était plutôt mince comme ordre du jour. Par rapport aux 2 précédentes où il y avait eu des discussions, formation professionnelle, on était il y a un an dans la réforme des retraites et il y avait ces discussions autour du compte de pénibilité, différentes choses comme ça. Quant à la première, c'était l'exercice attendu après l'élection présidentielle et c'était le moment, je vais dire, où ça rigolait, entre guillemets, à gauche, donc tout était permis. C'est vrai qu'il voulait en faire la marque de fabrique, François Hollande, cette conférence sociale. La 3e édition est assez symbolique au fond de cette mi-mandat où tout paraît un peu enlisé, où syndicats sont débordés par des protestations et d'un populisme aussi syndicaliste, où les partis de gauche viennent de subir des défaites massives quand même, puisque le PS a perdu énormément de villes, on le sait, mais les partis plus à gauche n'ont pas connu de succès. Le Front de gauche s'est ratatiné et les Verts peut-être un petit peu mieux, mais c'était pas terrible non plus. Donc on est dans un moment d'enlisement où au fond là, on avait presque comme une obligation à organiser cette conférence sociale, mais une conférence sociale qui n'avait pas tellement de but, sinon de créer une espèce de crise de nerfs à laquelle on assiste aujourd'hui. Vous savez, si vous organisez une grand-messe et que vous n'arrivez pas à faire venir les personnes à la table de communion, c'est pas la peine de convoquer les pratiquants au dialogue social. Il faut d'abord leur montrer l'intérêt du dialogue social, l'intérêt de la pratique de la relation sociale. Donc ça laisse un peu le curé de la paroisse désemparé. On est avec, dans des exercices de communication avec ces conférences sociales. Et la première, c'était la même chose. Elle avait démarré d'ailleurs un peu étrangement avec une espèce de pot où se côtoyaient à la fois membres du gouvernement, syndicats et patronat. Donc c'était le temps de l'entente parfaite. Ça a fonctionné en effet à peu près les 2 premières fois parce qu'il y avait des sujets qui étaient en chantier. Mais on reste dans un exercice de communication, ce qui est néanmoins indispensable à François Hollande. Ce qui est terrible, pardonnez-moi de vous couper, Vanessa Schneider, ce qui est terrible parce qu'on convoque à chaque fois les médias, etc. Le dialogue social, il y a des gens qui sont à la fois chefs d'entreprise, d'autres qui sont salariés, qui attendent du dialogue social et qui sont peut-être un peu agacés de nous entendre dire les uns les autres, c'est de la posture, c'est de la com, non ? Oui, mais le fait est que c'est un exercice quand même de communication et c'est vrai que François Hollande est face à une difficulté majeure dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment gérer ce temps entre la mise en place des réformes et les résultats. Donc il est bien obligé d'occuper le terrain et de dire mais si je continue à discuter, je reste en connexion avec le monde syndical. Alors évidemment là il y a eu un bug, le fait que 2 organisations ne viennent pas et boycottent, ça ruine un peu la communication, mais on comprend qu'il est maintenu dans l'esprit pour justement occuper ce terrain-là. Nous allons passer maintenant aux questions SMS. C'est aussi un petit peu une question pour nous. Nos élites journalistiques et politiques connaissent-elles la situation des TPE, des PME et artisans en France? On n'en peut plus. Voilà sans doute un téléspectateur, Bernard Vivier,
qui attend ou du dialogue social ou du gouvernement, ou en tout cas qui aimerait que les choses bougent. Et faisons pas le procès de ceux qui expliquent, commentent l'actualité, essayent de la comprendre. C'est-à-dire, oui, les observateurs, les journalistes, les experts, les soi-disant experts. Bien, le monde du travail souffre. Le monde des salariés souffre du chômage. Le monde des chefs d'entreprise souffre effectivement de la lourdeur, de la complexité, de l'insécurité. Et le mot qui revient très souvent chez les salariés, l'insécurité de l'emploi, chez les chefs d'entreprise, l'insécurité des règles. Je veux licencier, il y a des règles, 2 ans après, retour de jurisprudence, et je suis obligé de réembaucher les personnes que j'avais licenciées. Pourtant, dans les règles, c'est insupportable. Donc nous avons besoin, quand nous lançons des changements, de toujours sécuriser. C'est toujours cette vieille dialectique entre l'exigence du changement, Manuel Valls la porte très bien, cette exigence du changement, et ce besoin de conservation que les syndicats portent. Et une société est faite de tous ces acteurs. Oui, c'est très français parce que nous avons une culture industrielle très peu développée par rapport à d'autres pays, en termes de culture profonde. Nous sommes toujours un peuple de paysans, avec toutes les vertus que ça a, mais nous avons besoin aussi d'aller vers ce changement plus rapide. Et pour être concret, justement, la fameuse affaire du compte de pénibilité, chez notamment les petits patrons, c'est quelque chose qui apparemment était très mal vécu. Tous sont d'accord pour dire, c'était au moment où on nous parle de simplification administrative, on nous donne un truc qui va être absolument ingérable pour des toutes petites entreprises avec des coûts importants. Et ça, visiblement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a conduit Valls à prendre en urgence cette décision. 10 postes de mesure de la pénibilité, c'est insupportable. Je connais un chef d'entreprise dans la Manche, il a 48 salariés. Tous les matins, il va falloir qu'il mesure, savoir si l'ouvrier plâtrier, il se penche, il porte des charges trop lourdes, et ça tous les jours. Mais il devient bureaucrate, il n'est plus chef d'entreprise. La seule question, c'est est-ce que ce sera plus simple à appliquer dans un an? Mais ça, on refera une émission. Y a-t-il une bonne méthode pour réformer avec des syndicats arc-boutés sur des privilèges, des patrons frileux et des politiques sans audace? Gérard Grimbert. Posé comme ça, évidemment. En tout cas, disons que ça n'est pas entièrement faux, ce qu'il y a dans la question. C'est pas entièrement vrai en plus, il ne faut pas exagérer. Mais là où c'est pas entièrement faux, je le disais tout à l'heure, c'est que la France, si on compare avec beaucoup d'autres pays européens, a du mal à négocier. Et c'est pas d'hier. Et c'est pas d'hier. Parce que notre culture politique, c'est celle de la confrontation plutôt que celle de la négociation. Notre régime politique est basé d'ailleurs sur le scrutin majoritaire. Et il y a 2 choses qui malheureusement convergent. Il y a ça, évidemment, et l'autre, c'est depuis, on peut dire, Napoléon Ier, c'est la faiblesse des corps intermédiaires, c'est la faiblesse de la société, au fond. Et donc l'État, évidemment, a pris la place, la société s'organise peu, et en plus, le peu qu'elle s'organise, elle s'organise sur le mode de la confrontation. Et donc on n'a jamais pu trouver une méthode, au fond, pour... Alors, je comprends qu'on fait ces soi-disant grands-messes, parce que quelque part, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important de montrer quand même qu'on parle dans cette société, dans une société démocratique. C'est quand même fondamental de le montrer. Et en même temps, on sait que ça n'aboutit pas. Et c'est tout le problème des gouvernements en général, pas seulement socialistes, en France, parce que même quand ils veulent, c'est ça qui est frappant, même un gouvernement qui voudrait, allez-y, c'est pas pour ça que ça va marcher. Si la CGT et FO ne veulent pas revenir, que peut faire Valls? Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels il peut jouer, Bernard Vivier, pour les faire revenir? Sur le fond ou sur la forme? D'abord, bien vite finir la conférence sociale et l'oublier, ça c'est clair. Il va annoncer quand même 2-3 choses pour l'emploi des jeunes, etc. Bien sûr, un peu de calinothérapie en direction des organisations syndicales récalcitrantes. Sur l'apprentissage notamment. Mais non, ce qu'il va devoir refaire, c'est continuer à les rencontrer, à discuter. Vous savez, à l'auberge syndicale, il faut causer, au petit déjeuner, à midi, le soir. C'est pas vulgaire ce que je dis. Il faut prendre le temps, écouter, considérer. On a du temps? Oui, on a toujours du temps pour écouter et considérer son interlocuteur. Cette conférence n'est-elle pas déjà un fiasco et un camouflet pour Hollande et Valls? Pour Valls, incontestablement, puisque demain il fera son discours devant une assemblée très réduite en termes de présence de leaders syndicaux. Donc pour lui, effectivement, c'est un camouflet. Pour Hollande, tout ça passe un peu inaperçu, tant, je le disais, l'ordre du jour paraissait assez faible. Je crois surtout que pour Valls, il va faire comme d'habitude. C'est-à-dire, vous le disiez en début d'émission, Valls, au fond, c'est coups de menton et reculades. Bon, bah là, il va prendre... il est pragmatique, il va prendre acte de la situation. Bon, bah, vous allez voir, il va les recevoir dans 8 ou 15 jours. Et, comme il fait avec les députés. Comme il fait avec les députés, comme il a fait avec les frondeurs. Et il sait, Valls, que de toute façon, la portée est étroite. Il n'était pas attendu, il n'est pas aimé dans le parti.
parti, donc de toute façon, pour lui, c'est difficile chaque jour. Il dit même que chaque vote est compliqué. Donc il le sait depuis le début, il est dos au mur de toute façon. Donc il va avancer comme ça. Les syndicats donnent une image négative de la France aux investisseurs. En sont-ils bien conscients? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'à votre avis, Gérard Grimbert, ce qui se passe aujourd'hui, là, ça infuse et ça arrive jusqu'aux investisseurs étrangers? Alors, il n'y a pas que les syndicats, hein, il n'y a pas que les syndicats, mais quand on parle avec des patrons d'ailleurs, on a vu qu'on a une moindre attractivité des capitaux en France, hein, parce que les patrons, ils hésitent effectivement à venir en France. Ils hésitent effectivement. Et ce que vous disiez tout à l'heure, l'insécurité, on ne voit pas clair. Voilà, on ne voit pas clair. Ça, c'est très important pour des investisseurs. Donc oui, il y a un problème d'attractivité des capitaux en France. Oui, c'est lié, pas uniquement aux syndicats, il ne faut pas exagérer. C'est lié aussi à notre énorme production législative. On l'a dit, à nos énormes changements législatifs, au fait, effectivement, qu'on n'arrive pas à trouver des moyens de négociation dans ce pays, au fait que les politiciens, que les hommes politiques eux-mêmes changent de politique. Donc voilà, c'est pas un pays simple. J'ajouterais quand même, parce qu'on l'a assez peu dit ce soir, mais que les avancées sociales sont aussi dues à la combativité des syndicats et beaucoup d'avancées sociales auxquelles les Français sont par ailleurs très attachés. Et souvent les mêmes qui contestent la façon de se comporter des syndicats quand il y a tel ou tel blocage à la SNCF ou autre, sont les premiers à dire il ne faut pas toucher à nos avancées sociales dans les entreprises qui ont été l'issue d'un combat syndical depuis plus d'un siècle. On ajoutera les Français alors. Deux choses. Tout d'abord, il n'est pas interdit au mouvement syndical d'évoluer. Et il le fait. Souvenons-nous, la CFDT, il y a 30 ans, était autogestionnaire, condamnait l'économie de marché. Aujourd'hui, c'est une championne du réformisme. La CGT pourrait évoluer. Donc, ce n'est pas impossible. Deuxièmement, on peut toujours dire c'est la faute aux syndicats. Mais que sont les syndicats? Ils sont peuplés par les salariés qui veulent bien y adhérer. Si les salariés campent en dehors du mouvement syndical, si eux-mêmes ne se prennent pas en charge... Vous leur dites adhérer, en gros. Mais bien sûr, qu'ils ne disent pas ensuite l'État fait tout et les syndicats font mal. Voilà. Valls va-t-il être le Sarkozy de gauche en 2017, Bruno Jeudi? Pour l'instant, Valls, c'est un peu la méthode Sarko, la loyauté en plus jusqu'à présent, puisqu'il n'a pas encore vraiment pris de front François Hollande. Mais c'est vrai que son ambition présidentielle est là, elle n'est pas cachée. Est-ce qu'il ira jusqu'à vouloir prendre la place de François Hollande en 2017 ? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer François Hollande quand même dans cette affaire, qui lui, le moment venu, peut aussi jouer Valls d'un côté, éventuellement une Martine Aubry de l'autre. Et être un peu, comme il l'a toujours fait, l'homme de la synthèse. Mais tout ça, c'est un peu de la politique fiction. Il faudrait déjà qu'ils aient des résultats pour ça. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. Je vous retrouve demain à 17h50 pour C'est dans l'air. Passez une très belle soirée sur France 5. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.